Une fois que vous avez passé ce step, tout est beaucoup plus agréable. Et c'est là qu'on prend vraiment plaisir parce qu'on fait des belles voitures avec des marches confortables. Vous avez finalement une machine qui génère du cash constamment, que vous soyez là ou non. Pour moi, être entrepreneur, c'est aussi synonyme de liberté. Je pense que les plus belles choses de la vie se cachent derrière notre zone de confort. La seule chose qu'on ne récupère jamais dans ce monde, c'est le temps. Salut, c'est Emile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Business Automobile Rentable de type format un petit peu FAQ dans laquelle je vais répondre aux questions de mes abonnés ou des membres de ma formation. C'est parti. Quel type de voiture permet de générer le plus de rentabilité? Je pense aujourd'hui qu'il y a 3 segments qui permettent d'avoir un maximum de rentabilité. J'ai vendu vraiment énormément de voitures et aujourd'hui je me concentre sur le segment des vannes, des SUV et des voitures sportives. Parce que lors des différentes opérations d'achat-revente que j'ai pu faire dans le passé, eh bien, je me suis rendu compte que c'était ces 3 segments-là qui permettaient de générer la plus grosse marge sur les opérations d'achat-revente. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on commence, on a tendance à vouloir multiplier les opérations d'achat-revente et être focus, se concentrer sur des voitures à faible marge, des voitures qui sont un petit peu plus basiques, un petit peu plus banales, de type Peugeot 208, Renault Clio, etc. Et on se dit que c'est une voiture qui va partir rapidement, qui va se vendre rapidement. Je suis aussi passé par là, j'ai vendu énormément de voitures à petit prix, des petites voitures de marque française. Mais je me suis rendu compte que la vache à lait, entre guillemets, si je puis dire, c'est pas ça, c'est pas ce segment-là. C'est plutôt des voitures de type Porsche Macan sur des SUV, donc sur une gamme assez premium, mais aussi du GLC 43, du Cayenne, etc., etc. Je trouve que sur ce segment des SUV, il y a une forte rentabilité à faire. Pareil sur des voitures sportives, que ce soit des cabriolets, des coupés, etc. Là, c'est pareil, on arrive à créer des belles rentabilités. Et enfin, le segment des vannes, ça, je pense que c'est un petit peu un marché de niche. Quand je parle des vannes, je parle des classes V de chez Mercedes, mais aussi des multivans de chez Volkswagen, les T6, les T6.1. Et ça, c'est des modèles voilà, qu'on a l'habitude de faire ici et sur lesquels on arrive à générer une rentabilité de l'ordre de 20%. Ça, c'est un petit peu la moyenne. Donc entre le prix d'achat ou le coût d'achat total et le prix de vente final, si je dois donner un exemple précis, sur une voiture à 50 000 € en prix d'achat, 20%, ça représente 10 000 € de plus-value, donc un prix de vente de 60 000 €. C'est ça les chiffres qu'on a actuellement sur ce type de segment. Alors que sur des petites voitures à petit prix, ou bien sur des voitures un peu plus classiques, de type Volkswagen Golf, etc., bah là forcément, les rentabilités sont moins importantes du fait qu'il y a beaucoup plus d'offres sur le marché. C'est des plus-values qui vont être de l'ordre de 2 000 €, ce qui est pas mal, mais on peut faire mieux avec les segments dont j'ai parlé. En quoi le business de l'importation de voitures suscite de l'intérêt? Alors je pense qu'il y a un engouement sur cette activité dans le sens où nous les mecs, on aime bien les voitures, en grande partie, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un intérêt pour les voitures. Et c'est une façon de ne pas échanger son temps contre de l'argent, c'est une façon d'allier le plaisir à un revenu qui peut se faire du coup avec des opérations d'achat-revente qu'on peut faire en important des voitures, en achetant des voitures. Et je pense qu'aujourd'hui les gens, ils cherchent à gagner du temps, à avoir le plus de temps possible et à travailler moins. Donc à partir du moment où on a compris ça et qu'on a compris qu'on peut créer de la richesse sans travailler, ou du moins différemment, avec du commerce, avec voilà, des opérations comme ça. C'est un business qui peut être intéressant et qui peut être fait par pas mal de personnes. Aujourd'hui, moi j'ai des membres de ma formation qui n'étaient pas du tout destinés à faire cette activité, qui commencent tout doucement en parallèle de leur activité principale, qui sont salariés dans un premier temps, qui font ça un petit peu à côté. Et après, au bout d'1 an d'activité, ben, ça leur plaît, il y a une expérience qui se fait.
et il décide de se consacrer exclusivement à cette activité. Pour toi, c'est quoi le meilleur moyen pour vendre rapidement une voiture? Alors, pour un particulier, le moyen de vendre rapidement sa voiture, ça va être dans une optique, je cherche juste à vendre ma voiture, je ne cherche pas à faire du business. Ça va être des professionnels du type Aramis Auto ou alors Vendez votre voiture qui fait partie du groupe AutoOne. C'est une façon de vendre sa voiture rapidement, sans prise de tête, et c'est une façon sécurisée aussi de vendre sa voiture. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est face à pas mal d'arnaques, d'escroqueries en tout genre, etc. Mais si la question elle est plus orientée dans l'esprit comment vendre la voiture de façon la plus efficace et la plus chère possible, moi je suis partisan du fait de vendre une voiture qui est irréprochable, une voiture de qualité et une voiture clé en main. Donc c'est pour ça que nous, on propose un service clé en main à nos clients. On s'occupe de l'immatriculation de la voiture et les voitures qu'on vend, elles sont reconditionnées, c'est-à-dire qu'elles passent par un processus de préparation avec des points de contrôle qui sont faits. La voiture est livrée avec une révision à jour, avec un contrôle technique qui est vierge. Et je pense que proposer un produit de qualité sur lequel il n'y a rien à faire, c'est une façon déjà d'augmenter son prix de vente. Et bien choisir sa voiture, bien sûr, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont friands de belles voitures, dans des belles configurations, des voitures faiblement kilométrées, etc. Et à partir de là, une fois que vous avez le bon produit, eh bien, la vente se fait aujourd'hui quasi exclusivement par le biais d'Internet, avec des sites d'annonces du type Le Bon Coin, La Centrale, Autoscout 24 moins en France, c'est pas trop le cas. Mais je dirais que La Centrale, c'est un site d'annonces qui est très sérieux, sur lequel il y a une clientèle qui est sérieuse et des offres qui sont cohérentes par rapport au marché. Sur Le Bon Coin, on va trouver un petit peu tout et n'importe quoi. On va retrouver aussi beaucoup de vendeurs de listes, des courtiers qui vont sélectionner un petit peu des voitures sur le marché européen et qui vont balancer ça avec des prix d'appel. Et ça, on le retrouve moins sur La Centrale. Et par rapport à la mise en annonce du véhicule, ce qui est important, c'est d'augmenter la valeur perçue de la voiture, de s'appliquer sur la prise des photos, de rédiger une belle annonce qui est complète et qui donne envie. Je pense que voilà, si on réunit tous ces critères, on arrive à vendre une voiture rapidement et avec un prix le plus élevé possible. C'est quoi les erreurs à éviter lorsqu'on importe les voitures depuis l'étranger? Quand on importe une voiture de l'étranger, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, par exemple, il y a des voitures qui sont immatriculées, qui sont elles-mêmes importées d'un autre pays qui n'est pas dans l'Union européenne, par exemple du Japon, par exemple des États-Unis, par exemple des pays du Golfe. Et là, c'est un problème dans le sens où, pour immatriculer la voiture en France, vous devez passer par un processus d'homologation, ce qui n'est pas le cas quand la voiture a été conçue et commercialisée directement en Allemagne. Il y a des moyens de savoir si la voiture est destinée au marché européen ou si elle a été importée d'un autre pays que l'Allemagne, au préalable. Il suffit de regarder la rubrique K de la carte grise étrangère. Et à partir de là, si cette rubrique est complète, ça veut dire qu'elle a un numéro de réception intracommunautaire et qu'elle est destinée au marché européen. Donc ça, c'est le premier point. Si vous avez un certificat de conformité européen, pareil, c'est que c'est une voiture qui est destinée au marché européen. Et là, l'immatriculation se fait vraiment très facilement. Par contre, s'il n'y a pas ces éléments-là, eh bien, vous devez homologuer la voiture. C'est un processus qui est coûteux, il y a des modifications à faire sur la voiture, etc. Et c'est déjà arrivé, moi j'ai un ami à qui c'est arrivé, il avait acheté une Porsche 911 en Allemagne. Il croyait vraiment avoir fait l'affaire du siècle parce qu'elle était à un prix défiant toute concurrence. Et le vendeur ne lui a pas dit que c'était une voiture qu'il avait importée du Qatar, il me semble. Et du coup, il s'est retrouvé avec cette voiture. Il a mis 1 an et demi pour faire les modifications, pour faire l'homologation de la voiture, parce que cette voiture était elle-même importée d'un autre pays. Alors que, voilà, si c'était une voiture allemande ou belge ou italienne, l'immatriculation se fait très facilement. Il y a quelques documents à réunir. Et à partir de là, vous faites votre demande d'immatriculation sur la NTS ou en passant par un service de carte grise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de réunir l'ensemble des éléments qui composent l'historique d'entretien de la voiture. Et ça, c'est pareil, aujourd'hui en Allemagne ou dans d'autres pays, on peut être face à des voitures qui ont un compteur qui a été modifié, des voitures qui ont subi un accident lourd. Et il y a des moyens aujourd'hui qui permettent de vérifier ça. Donc je pense au site Car Vertical,
qui permet, en rentrant le numéro de châssis, de savoir si la voiture a subi un accident, de savoir quels ont été les entretiens et à quelle période cette voiture a eu ces entretiens. Et à partir de là, si la voiture n'est pas accidentée et qu'elle dispose d'un historique d'entretien avec un carnet d'entretien ou un rapport de maintenance numérique, eh bien, vous sécurisez un petit peu la chose et vous évitez ce type de risque d'acheter une voiture qui a des vis cachées ou autre. Tu t'es déjà fait avoir lors d'un achat d'une voiture? On va pas dire que je me suis fait avoir, mais disons que c'était plutôt un manque d'attention. C'est une voiture, c'était une Porsche Boxster que j'avais achetée. Cette voiture avait subi un accident. Et c'était un accident qui était quand même assez important. C'est moi-même qui l'ai acheté chez mon fournisseur habituel. Il y avait cette mention véhicule accidenté, oui. Mais j'ai pas fait attention, je suis passé totalement à côté. Et du coup, j'ai acheté la voiture. Et c'est vrai que quand le fournisseur n'a rien à se reprocher et qu'il mentionne cette information, après, on ne peut pas dire « Ah non, mais finalement, je n'avais pas vu cette info, donc je vous la rends, etc. » Ça ne fonctionne pas. Sauf si vous mettez une option qui est payante, qui vous permet de restituer le véhicule si vous le souhaitez. Et moi, je n'avais pas mis cette option et du coup, j'ai acheté la voiture. Mais au final, ce n'est pas une voiture que j'ai vendue à un particulier. J'ai mentionné sur l'annonce que la voiture avait subi un accident et qu'elle était destinée uniquement aux professionnels. Du coup, je l'ai revendue à un professionnel au prix d'achat, donc je n'ai pas fait de marge dessus. Mais c'était plutôt un manque d'attention que le fait de se faire avoir ou autre. Parce que justement, moi, je fais vraiment très attention à ça, au fait d'avoir vraiment des voitures qui ont un historique limpide, etc. Du coup, ça minimise considérablement les problématiques. Maintenant, sur toutes les voitures que j'ai achetées, qu'on compte par centaines, oui, des fois, il y a des frais de remise en état qui n'étaient pas prévus. Surtout sur des voitures anciennes. Ça peut arriver d'avoir un arbre de transmission qui est défectueux sur des Cayenne, des choses comme ça. C'est des réparations qui coûtent entre 2 et 3 000 euros. Mais ça fait partie du jeu. À partir du moment où c'est un tout petit pourcentage du volume qu'on fait, je trouve que c'est pas gênant et ça fait un petit peu partie du game, quoi. Quels documents administratifs sont nécessaires pour l'importation de voitures? Alors c'est très simple, quand vous importez une voiture, pour l'immatriculer, vous avez besoin de la carte grise qui se compose de 2 volets. Donc vous avez la petite carte grise et la grande carte grise en Allemagne par exemple. En Italie c'est pareil, c'est 2 cartes grises au format A4. En Belgique c'est 2 petites cartes grises là pour le coup. Dans beaucoup de pays, la carte grise n'est pas constituée d'un seul document, c'est 2 documents, plus tous les documents qui concernent le titulaire de la carte grise, pièce d'identité, permis de conduire, justificatif de domicile, les formulaires CERFA de cession, de demande d'immatriculation et de mandat, si vous donnez mandat à un service de carte grise ou à un professionnel pour faire la carte grise, le certificat de conformité qui n'est pas toujours nécessaire si la rubrique K est complète, l'assurance du véhicule, le contrôle technique, et à partir de là, vous avez tous les éléments pour immatriculer une voiture qui est importée. Comment quelqu'un peut-il débuter avec un petit budget dans l'achat-revente automobile? Alors, c'est vrai que les débuts sont compliqués dans l'automobile. Quand vous partez de zéro, disons que c'est la partie la moins sexy, disons, de ce business. Moi, je suis passé par là et j'ai beaucoup de membres de ma formation qui passent par là. Heureusement, ça ne dure pas une éternité. À un moment donné, on arrive à capitaliser, à trouver des fonds. C'est sûr qu'il faut quand même un minimum. Vous pouvez commencer à acheter et vendre des voitures même à partir de 3 000 à 4 000 euros. Donc, ce sera des petites voitures sur lesquelles vous allez créer des petites rentabilités de l'ordre de 1 000, 1 500 euros net. Et ensuite, je pense ce qui est important, c'est de préserver ce capital et de le consacrer pour les futures opérations d'achat-revente. Moi, à mes débuts, malheureusement, j'avais très peu de capital et je vivais de mon business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais arrêté de travailler. Tous mes revenus étaient constitués du business que je faisais. Et ça, c'est problématique dans le sens où j'avais quand même un style de vie qui était assez onéreux, parce que j'aime les belles choses, etc. Et c'est vrai que j'avais des difficultés à monter cette trésorerie. Ensuite, j'ai créé de nouvelles sources de revenus. Par exemple, j'avais une petite flotte de 4 voitures qui étaient en location, qui me permettaient de payer mes charges. Et j'arrivais à ce moment-là à utiliser ce portefeuille qui était prévu pour le business d'achat-revente. J'arrivais à le maintenir, à le conserver, à le préserver et réinvestir à chaque fois les plus-values qui étaient générées. Et là, après, ça va très vite. Mais au début, vous pouvez faire un petit peu de dépôt-vente si vous avez une structure qui le permet. Si vous êtes particulier et que vous n'êtes pas contre le fait d'utiliser le levier bancaire, vous pouvez solliciter les banques pour un crédit personnel ou pour un crédit auto et ensuite
vous utilisez cette enveloppe pour faire ce business. Vous pouvez aussi ne pas utiliser le levier bancaire et y aller doucement, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais clairement, je pense que le point qui est important dans cette question, c'est jusqu'à ce que vous ayez une enveloppe qui est confortable pour faire cette activité, c'est important de rester salarié, de continuer à travailler en tant que salarié, de faire ça à côté. À un moment donné, ça évolue et ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais à un moment donné, voilà, on arrive à capitaliser si on fait attention et qu'on se concentre sur ce qu'on fait. Pourquoi une formation est-elle essentielle pour réussir dans l'achat-revente automobile, selon toi? C'est essentiel dans le sens où ça vous permet de gagner énormément de temps. Aujourd'hui, quand vous achetez une formation, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, vous achetez un petit peu son expérience, vous achetez les erreurs qu'il a pu commettre dans le passé et vous achetez tout un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il a mis une dizaine d'années à se construire. Je pense qu'on arrive à devenir un expert de son domaine à partir de 10 ans d'expérience. C'est un ensemble que vous achetez. Si c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas ou que vous maîtrisez peu, c'est important de se former, c'est important d'investir en soi. Et à partir de là, une fois que vous avez ce socle, tous ces conseils, toutes ces informations, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les armes en main pour passer à l'action et avoir des résultats rapidement. Vous pouvez faire cette activité ou une autre activité sans forcément vous former, mais ça prend énormément de temps. Moi, je sais que les premières années où j'ai fait cette activité, j'étais très loin des résultats que j'ai aujourd'hui. Et les membres de ma formation arrivent à atteindre des résultats qui sont vraiment excellents très rapidement. J'ai plein de membres de ma formation qui arrivent aujourd'hui à faire les mêmes plus-values que je fais aujourd'hui. Mais moi, j'ai mis 10 ans à construire tout ce savoir-faire, avoir toute cette expérience, connaître les rouages du métier, à savoir comment vendre une voiture de façon efficiente et efficace, à savoir comment acheter une voiture, comment faire une opération d'achat-revente qui est rentable, à trouver des bons partenaires, etc. Et c'est tout ça que je mets à disposition des membres de ma formation. Et bien sûr, ça représente un coût, mais qui est, je trouve, minime par rapport à la valeur qu'on a avec le contenu de cette formation. Quelle est la marge de profit typique pour un débutant dans l'achat-revente de voitures? Alors un débutant qui commence à faire de l'achat-revente de voitures, si on parle de voitures sur une fourchette de prix entre 10 et 15 000 euros, je pense qu'on arrive à créer à peu près 3 000 euros de plus-value. Dans l'e-book que vous trouverez dans la description de cette vidéo, j'ai un tableau qui détermine justement les marges potentielles sur des opérations d'achat-revente en fonction du panier moyen ou de la fourchette de prix de vente de la voiture. Ça, je pense que c'est un objectif qui est atteignable et c'est ce que je vois un petit peu avec les membres de ma formation. Alors, il y en a qui commencent avec des petits montants et sur des voitures à 4 000 à 5 000 euros, je dirais que c'est plutôt des plus-values qui sont situées autour des 1 000 à 1 500 euros. Et après, vous avez aussi des personnes qui, au bout de 6 mois, 1 an, arrivent déjà à faire 5, 6, 7, 8 000 euros de plus-value sur des opérations d'achat-revente. Ça, c'est possible et c'est quelque chose que je vois. Et après, bien sûr, avec l'expérience, on arrive à faire de belles opérations d'achat-revente. Encore, il y a quelques jours de ça, on a fait par exemple 18 000 euros de plus-value sur une opération d'achat-revente. Donc voilà, ce n'est pas tous les jours que vous arriverez à dégager 10, 15, 20 000 euros de plus-value sur des opérations d'achat-revente, mais c'est quelque chose qui se fait. Et le but, c'est vraiment de se concentrer sur ces voitures-là qui vous permettent de maximiser la rentabilité. Quel est le processus que tu enseignes dans ta formation pour obtenir un retour sur investissement? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le business d'achat-revente, en soi, il est simple. Ça consiste tout simplement à acheter un produit en dessous du prix marché, le valoriser un petit peu et apporter une plus-value à ce véhicule pour le revendre avec une marge bénéficiaire. Donc à partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez besoin d'avoir un fournisseur avec des prix qui sont attractifs et des voitures de qualité. Ensuite, vous avez besoin d'avoir cet écosystème qui vous permet de mener à bien le processus avant la mise en vente, qui passe par des partenaires, à savoir un contrôle technique, etc. Et vous avez besoin de certains outils, justement, pour exceller dans la vente de la voiture, pour la vendre au meilleur prix. Et ça, ça passe par des compétences que vous pouvez acquérir en vous formant. C'est tout ce qu'on enseigne dans la formation, que ce soit l'achat, la partie administrative, les fournisseurs, la vente, la partie juridique, la fiscalité. Et tous ces points sont vraiment discutés en profondeur
Et on essaye de vulgariser ça au maximum pour que même un débutant puisse s'y retrouver. Et à partir de là, une formation qui coûte 1 000, 2 000 euros, elle est rentabilisée dès la première opération d'achat-revente. Donc le retour sur investissement, finalement, il est très rapide. Quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours entrepreneurial? Alors je pense que constituer une bonne équipe, c'est quelque chose qui est très compliqué. Je ne pensais pas que le recrutement, c'était quelque chose d'aussi compliqué. Je pensais qu'on arrivait à trouver des profils intéressants assez rapidement et qu'on arrivait à les attirer. Mais ce n'était pas une chose facile. À mes débuts, en dehors de ça, je pense que le fait de constituer de la trésorerie pour multiplier les opérations, pour avoir plus de stock, générer plus de plus-value, c'était quelque chose qui était assez compliqué. Les premiers 100 000 euros que vous allez faire, c'est ce qui va vous demander le plus d'efforts. Mais une fois que vous avez passé ce cap, tout est beaucoup plus simple et tout est beaucoup plus agréable surtout. La partie qui est un petit peu plus pénible, disons, c'est la première année d'activité où là, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail. Mais une fois que vous avez passé ce step, tout est beaucoup plus agréable. Et c'est là qu'on prend vraiment plaisir parce qu'on fait des belles voitures avec des marches confortables et on a le fruit de son travail. Et pareil, quand vous commencez à scaler, à constituer une équipe qui est compétente, là, c'est vraiment du régal parce que vous avez finalement une machine qui génère du cash constamment, que vous soyez là ou non. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que le succès signifie pour toi en tant qu'entrepreneur? Je pense que le succès pour un entrepreneur, c'est d'arriver à monter un business dans lequel il y a des process qui sont en place et dans lequel on a une équipe compétente et qu'on arrive à constituer un esprit d'équipe avec une culture d'entreprise et qu'on ait une entreprise rentable. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui ne sont pas rentables. J'ai des concurrents qui comptent une vingtaine de salariés qui font même pas un quart du chiffre d'affaires qu'on fait alors qu'on compte un effectif de 4, 5 personnes ici, moi y compris. Ça, je pense que c'est problématique. Ce qui se passe aujourd'hui, et c'est la réalité, c'est que le succès d'un business, le succès d'une entreprise, le succès d'un entrepreneur, il est lié un petit peu au chiffre d'affaires et surtout à la marge commerciale ou au résultat net de l'entreprise en question. C'est comme un influenceur, la métrique qui permet de mesurer un petit peu son succès ou sa réussite, ça va être son nombre d'abonnés par exemple. Un entrepreneur, c'est le cash qu'il arrive à faire. Ça, je pense que c'est le point principal. Maintenant, à côté de ça, si un entrepreneur est prisonnier, entre guillemets, de son business, de son entreprise, et qui n'arrive pas à se dégager du temps pour lui-même, pour être la meilleure version de soi-même, ou alors pour passer du temps avec sa famille et les personnes qu'il aime, pour moi, ce n'est pas un entrepreneur qui a du succès. Au contraire, un entrepreneur qui dégage peut-être moins de résultats, mais qui arrive à avoir beaucoup plus de temps libre, pour moi, il a plus de réussite que le scénario A, où là, on est constamment en train de travailler, on fait des heures pas possibles. Et là, je pense que l'entrepreneuriat perd tout son sens, parce que pour moi, être entrepreneur, c'est aussi synonyme de liberté. J'ai choisi d'être entrepreneur pour justement profiter de cette liberté, pour pouvoir aller où je veux, quand je veux, pour pouvoir augmenter mon niveau de confort avec mon niveau de revenus. Maintenant, c'est sûr que au début de votre business, c'est là où vous devez être le plus résilient et c'est là où vous devez concentrer un maximum d'efforts. Et je pense que c'est le cas pour tous les entrepreneurs. Quand on commence une activité quelconque, que ce soit dans l'automobile ou dans un autre business, c'est là qu'il faut vraiment travailler dur. Et moi, je suis passé aussi par là. J'ai déjà fait des semaines de 70 heures et plus dans les débuts. Mais après, il faut savoir aussi relâcher, déléguer, automatiser, quitte à gagner moins. Mais je pense que la seule chose qu'on ne récupère jamais dans ce monde, c'est le temps. Et le temps, il est vraiment très très précieux. C'est pas comme l'argent qui est un flux. Le temps, on n'arrive pas à le récupérer. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a peur de se lancer dans un nouveau business? Alors moi, je pense que les plus belles choses de la vie se cachent derrière notre zone de confort. Et à partir du moment où on a le courage de se lancer, à partir du moment où on prend cette décision et qu'on l'assume pleinement et qu'on y met vraiment toute son énergie, il y a forcément de belles choses qui arrivent. Quand on demande à une personne qui est sur son lit de mort quel est son plus grand regret, c'est toujours à chaque fois des choses qu'il n'a pas osé faire, des choses pour lesquelles il n'a pas eu le courage de passer à l'action. Et je pense que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Donc si vous avez vraiment cette ambition et cette envie d'entreprendre ou de lancer un business quelconque,
Il faut oser le faire, il faut passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort. Ça vous permettra aussi de gagner confiance en vous, ça vous permettra de ne pas avoir de regrets. Maintenant, c'est pas fait à tout le monde, ça c'est clair. Il y en a qui sont très heureux et qui sont très bien en tant qu'employés. Et ça ne les intéresse pas d'avoir des responsabilités ou bien une charge de travail supplémentaire au début. Et c'est quelque chose qui peut très bien se comprendre. Mais si vous avez réellement cette envie, il faut passer le cap. Et il faut s'entourer des bonnes personnes. Et à partir de là, forcément, vous allez avoir un retour positif sur les actions que vous allez mettre en place. Comment arrives-tu à gérer ton temps entre ton business et ta vie personnelle? Depuis que je suis marié, que j'ai un enfant, c'est vrai qu'une famille, ça demande vraiment beaucoup de temps. On ne peut pas dire à sa femme, à ses enfants, écoute, je dois travailler 70 heures par semaine pour scaler ou pour développer de nouveaux projets. Donc c'est vrai que ça prend une part importante de la vie de famille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça n'empêche pas de pouvoir se concentrer des fois sur des périodes qui sont définies, sur un business, sur un nouveau projet, etc. Moi, j'aime bien aujourd'hui diviser mon temps entre des périodes de travail intensives et des périodes de chill, de repos, de vacances. Donc ça peut m'arriver de travailler dur pendant quelques semaines et ensuite de profiter un petit peu en famille, de partir en vacances une semaine. Ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je ne me limite pas à 5, 6, 7 semaines de vacances par an. Je prends le temps de passer du temps en famille, de voyager, etc. C'est quelque chose d'important parce que si on est toujours focus sur le business et qu'on ne prend pas du temps pour se ressourcer, eh bien on va perdre en productivité. Et c'est aussi très important de prendre du temps pour soi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance un petit peu à s'oublier et oublient de prendre du temps pour soi. Je pense que c'est important dans le sens où on passe énormément de temps au travail, on passe du temps en famille, mais c'est pas réellement du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est se retrouver un petit peu, passer du temps seul ou avec des amis, se faire plaisir, se récompenser du travail qu'on a réalisé. À partir du moment où on arrive à prendre du temps pour soi, eh bien on devient une personne qui est plus agréable avec son entourage, avec ses collaborateurs, avec sa famille, etc. Parce qu'on a justement pris le temps de prendre ce temps pour soi-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Quelles sont les 3 choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer ton business? Alors, j'aurais aimé avoir mon fournisseur actuel dès le début. J'aurais aimé avoir toute cette partie état d'esprit, toute cette partie mindset et tous les plafonds de verre qui sont totalement éclatés. J'aurais aimé avoir toutes les techniques de vente que je maîtrise actuellement. J'aurais aimé pouvoir comprendre l'importance de la délégation, déléguer plus tôt. Je pense que c'est ces choses-là que j'aurais aimé connaître et apprendre beaucoup plus tôt dans mon parcours parce que, encore une fois, la courbe de la réussite, si tu veux, elle n'est jamais comme ça, elle est souvent plutôt comme ça. Donc au début, c'est assez stable, ça met vraiment beaucoup de temps à monter. Et ensuite, c'est une courbe exponentielle et ça monte fort. Et justement, le but, c'est de réduire cette première phase, cette première partie de la courbe qui est assez horizontale et d'arriver à monter en puissance le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui te différencie des autres formateurs dans le domaine de l'automobile? Alors j'ai beaucoup de respect pour des formateurs en ligne, que ce soit dans mon domaine, l'automobile ou dans d'autres domaines. Je pense que c'est quelque chose qui demande du temps, de l'énergie. Ces personnes-là pourraient ne pas le faire et garder tout leur savoir pour elles-mêmes. Et je pense que c'est une belle chose de transmettre aujourd'hui. Tout le monde ne le ferait pas, ça c'est certain. Maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi ce biais financier, dans le sens où c'est une nouvelle source de revenus. Il ne faut pas se mentir, c'est un business comme un autre qui permet de créer de la richesse. Mais moi, me concernant, je pense que la formation que je propose est une formation de très haute qualité et qui est très complète. Aujourd'hui, dans ma niche, qui est l'importation, la vente de voitures, la vente automobile, je ne connais pas de formateur ou de créateur de contenu axé là-dessus, qui propose un contenu qui est aussi qualitatif. Maintenant, voilà, je ne veux pas me vanter par rapport à ça, mais je pense que le contenu que je propose dans ma formation et la formation en elle-même est qualitative et j'ai énormément de retours par rapport à ça qui sont très positifs. 99,9% des membres de ma formation sont satisfaits du contenu qui est délivré et on a même déjà fait des remarques par rapport à ça. Donc en comparant ma formation avec d'autres formations, que ce soit sur la location de voitures ou sur l'achat-vente de voitures, on m'a déjà dit que par rapport à ce qu'ils avaient déboursé sur d'autres formations, eh bien, qualitativement,
La formation business automobile rentable était beaucoup plus quali, beaucoup plus poussée, beaucoup plus complète que les autres. Comment concilies-tu ta passion pour l'automobile et ton rôle d'entrepreneur? Alors je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir mêler l'utile à l'agréable, dans le sens où je pense qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui font un métier qui ne leur plaît pas. Moi aujourd'hui quand je travaille, je prends vraiment du plaisir. Les belles voitures, j'aime ça. J'aime bien les conduire, j'aime bien les voir, j'aime bien les vendre, j'aime bien les acheter. C'est un métier moi qui me passionne et je m'estime vraiment très heureux de pouvoir faire un métier pour lequel j'ai une passion. Maintenant je pense qu'il ne faut pas s'arrêter que à ça. Et il faut toujours chercher à se développer, à lancer de nouveaux projets qui sont dans des domaines qui sont différents. Mais c'est vrai que voilà, ça me convient très bien de faire ce métier dans le sens où j'aime les voitures et je suis un passionné d'automobile. Donc voilà, c'est génial pour moi aujourd'hui de travailler dans ce domaine-là. Pourquoi tu as choisi d'aider les autres à réussir dans ce domaine plutôt que de te concentrer uniquement sur ton propre business? Alors comme je l'ai dit, je prends énormément de plaisir à transmettre mon savoir et à voir des personnes obtenir des résultats qui sont quantifiables grâce à la formation que je délivre. Et c'est quelque chose qui vraiment me rend heureux quand je reçois des mails, des messages de membres de ma formation qui me disent merci infiniment Emine, grâce à toi j'ai réussi à générer ce type de revenus, ces plus-values-là, et tu m'as permis d'offrir un confort supérieur à ma famille, tu m'as permis de mettre ma famille à l'abri, tu m'as permis de m'offrir ce style de vie, etc. Ça, franchement, quand je lis ce genre de mail, ce genre de message, j'en ai carrément des fois les frissons. Et quand j'en parle autour de moi, même auprès de ma femme, c'est quelque chose voilà, qui est flattant et qui fait plaisir à entendre. À côté de ça, il ne faut pas se cacher, le marché, le business de la formation vidéo, de la formation en ligne, c'est un business model qui est très lucratif, dans lequel le taux de marge est très élevé. C'est pas comme dans les voitures où là vous pouvez faire 7, 8, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires comme c'est le cas pour nous, et quand vous regardez le résultat net à la fin de votre entreprise, il est vraiment minime comparé au chiffre d'affaires réalisé. Là c'est un business model qui est différent où le taux de marge est beaucoup plus élevé. Alors certes vous ne faites pas des millions d'euros de ventes, mais c'est quand même une source de revenus qui est considérable. Ça permet de faire pas mal de cash. Ça, il ne faut pas se cacher. Voilà, c'est un business qui est rentable. Et à partir de là, moi, je suis à l'aise avec ça et ça me convient de pouvoir aider des personnes qui cherchent à atteindre une liberté financière ou avoir un petit peu plus de revenus. Et du coup, moi, ça me permet aussi d'avoir une source de revenus supplémentaire et d'augmenter mon patrimoine. Quels sont tes projets dans les 5 prochaines années? Alors mes projets d'avenir pour les 5 prochaines années, d'un point de vue entrepreneurial, business, ça va être d'augmenter un petit peu le patrimoine immobilier. Donc acheter des biens, que ce soit pour faire des opérations de marchand de biens en créant une plus-value lors de la revente, ou que ce soit du locatif. Donc j'aimerais bien mettre un petit peu plus de billes dans l'immobilier. Aujourd'hui j'ai quelques biens immobiliers, mais j'aimerais bien grossir ce patrimoine et ce parc immobilier. Parce que j'ai remarqué que la plupart, je dirais même toutes les personnes qui ont de la réussite et qui ont un niveau de finance qui est élevé, ont de l'immobilier. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui n'avait pas d'immobilier, qui ne faisait pas d'immobilier, qui avait un certain niveau de finance. Donc le premier point, ce serait ça, qu'aider sur la partie immobilier. Le deuxième point, c'est de développer une activité dans la tech avec un logiciel de gestion qui sera conçu donc, par moi-même et une équipe de développeurs, qui consistera à réunir tout ce dont un entrepreneur, une entreprise, une équipe a besoin pour exceller dans ce business et dans cette activité. Il existe aujourd'hui des logiciels de gestion de stock type Cardiff, type Planet VO, type CK7, type Spider VO, etc. Mais chacun de ces logiciels a des lacunes. Et moi, le but, c'est pouvoir fournir à des clients qui seront donc des professionnels d'automobile un outil qui a été pensé et conçu par un entrepreneur qui était sur le terrain pendant plus de 10 ans. Je pense que ça, c'est quelque chose que je mettrai en place dans les 5 années à venir. Maintenant, sur la partie un petit peu plus personnelle, j'aimerais prendre davantage du temps pour moi. Et c'est bien de développer le domaine de vie de la carrière, le domaine de vie des finances. Mais à côté de ça, je pense que pour atteindre la meilleure version de soi-même, il faut aussi développer, s'améliorer dans les autres domaines de vie qui sont par exemple le développement personnel, l'environnement, la qualité de vie, l'entourage, le cercle social, etc.
Et c'est pour ça que j'aimerais par exemple apprendre une autre langue, faire davantage de sport. J'aimerais apprendre à jouer un instrument de musique. Donc tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. C'est des objectifs que je me fixe dans les 5 années à venir. Et dernière question, Emine, selon toi, est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors clairement non. Selon moi, l'argent ne fait pas le bonheur parce que j'ai vu énormément de personnes qui étaient malheureuses, même avec un niveau de revenu et avec un niveau de patrimoine très important. Je pense que l'argent va accentuer votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de généreux, vous allez être encore plus généreux, etc. Si vous êtes con, vous allez être encore plus con. Mais je ne pense pas que ça fasse le bonheur. Je pense que l'argent, ça vous permet d'avoir plus de confort et d'avoir ce confort mental qui vous permet d'être plus libre, peut-être plus joyeux, ça je le vois. Mais c'est sûr que ça ne fait pas le bonheur. Il y a un mec que j'ai vu là en vidéo qui disait qu'on est riche à partir du moment où on a une femme et un enfant. Je rejoins ce point-là. C'est sûr que quand vous avez de l'argent, ou un petit peu plus d'argent que la moyenne, eh bien, ça vous permet d'offrir un meilleur confort à votre famille, ça vous permet de vous faire plaisir, de faire plaisir autour de vous. Forcément, vous avez un petit peu plus de billes pour être la meilleure version de vous-même, pour vous faire plaisir. Je pense qu'à part ce côté confort et bien-être que ça donne, le côté bonheur, je pense qu'il ne passe pas par là. C'est sûr que ça aide, mais ce n'est pas uniquement ça qui vous permettra d'être heureux. Parce que si vous avez de l'argent mais que vous n'avez pas d'entourage, que vous n'avez pas de famille, tout seul, vous n'allez pas aller loin. À un moment donné, ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, sur lesquelles il faut se concentrer avant d'être focus là-dessus pour être heureux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai essayé de répondre de la meilleure manière possible aux différentes questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner comme d'habitude, à liker cette vidéo si elle vous a plu et mettez dans les commentaires votre point de vue par rapport aux différentes thématiques qu'on a abordées dans cette vidéo. À très bientôt. Ciao.